Bonjour, Martine Espier. Avec l'équipe Upgrade Nouvelle-Aquitaine, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle success story, à la fois ici au jardin et aussi en live, puisque nous accompagnons des entrepreneurs de toute la Nouvelle-Aquitaine. Pour la première fois, notre grand témoin du scale-up est un entrepreneur néo-aquitain, Cédric Ferrero. Bonjour Cédric. Bonjour. Rien de mieux qu'un entrepreneur pour parler à d'autres entrepreneurs. Donc tout au long de l'accompagnement Upgrade, nous favorisons les échanges entre accélérés et aussi avec des entrepreneurs qui ont déjà vécu le scale-up. Donc Geosat aujourd'hui, plus de 500 salariés, un déploiement à l'international. Tu vas nous parler, Cédric, du duo Vision Stratégie, du trio que tu formes avec tes associés. On va t'écouter, puis ensuite vous aurez un temps d'échange de questions. Ok, là, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme Martine l'expliquait à l'instant, je suis Cédric Ferrero, donc je suis le fondateur de Geosat. Geosat, ça part d'un métier qui est très très vieux, qui est celui de géomètre. J'étais la semaine dernière en Égypte et j'ai trouvé des vestiges dans le temps de l'Égypte d'un arpenteur. Je ne sais plus le nom, mais je l'ai pris en photo parce que ça m'a marqué. Quelqu'un qui déjà mesurait l'espace. Et c'est quelque chose qui, alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qui depuis tout petit en fait me passionne et m'anime, la représentation de l'espace. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Mais l'atlas, vous mettez une carte, si vous voulez me neutraliser, vous me mettez devant une carte, devant un atlas, et là vous avez la paix pendant 1 heure. Parce que je serais profondément ancré là-dedans et je ne sais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Et ça, cette passion-là, je l'ai donc depuis tout petit. Et ça m'a amené, alors moi je voulais être architecte au départ, erreur de parcours. J'ai pas fini architecte, j'ai fini géomètre, cartographe. Et malgré des multiples tentatives, j'ai fini par être géomètre, cartographe. Et très rapidement, en fait, j'ai voulu, au gré de l'éducation scolaire que j'ai eue dans ce métier-là, qui est extrêmement riche, comme je vous disais, c'est un très très vieux métier qui aborde tous les sujets de ce qu'on appelle aujourd'hui l'information, la position de l'information dans un espace. C'est aujourd'hui ce qui nous caractérise, au-delà du plan que vous connaissez du géomètre classique. C'est de l'information qui est dans l'espace. Et ces choses-là, très naturellement, moi j'ai voulu les développer dans Geosat. La doctrine, enfin la pratique habituelle veut que normalement on reprend une activité d'un de ses pairs et puis on s'associe avec lui, puis au fur et à mesure on fait vivre, on développe ou on maintient une activité qui est en place. C'est pas le choix que j'ai fait. J'ai pas voulu faire ce choix pour des raisons qui me sont personnelles et je trouvais que c'était plutôt des facteurs limitants en termes de développement, puisqu'on ne pouvait pas mettre un petit peu sa signature quoi, sur une organisation et surtout sur tout ce que l'on pouvait aborder comme territoire à explorer. Donc j'ai créé ça en 2000. 2000, c'est explosion de bulle à Internet. À l'époque. Donc on est quand même sur des outils en région qui sont en place pour incuber, pour élever. Donc il y a les pépinières d'entreprise, c'est le début, ça commence un petit peu auparavant, mais les pépinières d'entreprise sont déjà en place, donc il y a des structures d'accueil qui sont là. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous faites votre soutenance, vous faites acte de candidature, et puis vous avez votre soutenance devant des experts d'une pépinière d'entreprise, et puis là vous vendez un projet. Alors je crois me rappeler que le projet que j'ai vendu est quand même plutôt en rapport avec ce qu'on a fait après. Mais c'est dans le témoignage que je voulais porter ce soir, ce qui est intéressant pour nous en termes vraiment d'effet d'accélération, c'est qu'on a travaillé nous sur un métier de niche au départ. Ce qui me caractérise, c'est que je suis plutôt technophile. Et technophile, la techno qui permet de pouvoir desservir ce que j'ai envie de faire et le résultat que j'ai envie d'atteindre, celui de fabriquer une carte, de fabriquer de la carte. Et cette chose-là, en fait, assez rapidement, on a identifié des technologies très très tôt. J'en parlais juste avant qu'on commence la conférence, mais la technologie GPS qui est connue du grand public depuis quelques années maintenant, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'aborder dès les années 90. C'est-à-dire qu'on vient juste de passer le transfert du militaire vers le civil et on a la capacité de pouvoir travailler, de commencer à travailler donc, dans des applications civiles
avec ce type de technologie. Et là, vous vous rendez compte, quand vous avez la passion, la chose, vous vous rendez compte très très rapidement des phénomènes. Alors, le mot est très très répandu aujourd'hui, de la rupture phénoménale qu'il y a entre l'apport de ces nouvelles technologies dans une pratique qui est finalement vieille comme le monde. Et là, tout de suite, vous vous rendez compte que vous avez des boulevards devant vous qui sont extrêmement importants. Toujours faut-il encore pouvoir apprivoiser et maîtriser ces techniques. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans Geosat, depuis sa création. Donc le GPS depuis les années 90, je n'avais pas encore créé Geosat, mais dès le départ de Geosat, on travaillait sur ces techniques-là. On travaillait sur le LIDAR dont on entend parler aujourd'hui sur les véhicules autonomes. Donc le LIDAR, nous, on le découvre en 2000, pareil, bascule du militaire vers le civil et on voit des outils avec des capacités, de la puissance de captation de données pour fabriquer l'espace en 3D qui sont en commune mesure avec ce qui existait à l'époque. Et c'est la même chose pour la détection de réseau, c'est-à-dire la mesure de géoradar, la mesure du sous-sol, tout ce qui est invisible. Ça, ce sont des choses que on a abordé ces sujets très très tôt, alors qu'il n'y avait pas forcément les marchés. Il y a une chose qui est importante quand on a fait cette préparation d'interview, on a mis l'accent sur les échecs. Et en ce qui me concerne, il y a eu des échecs dans la genèse de Geosat et dans la croissance de Geosat. Geosat croît croît de 25% à peu près par an, hein, tous les ans, avec des pics qui ont monté à 55% sur les dernières années. Donc il y a toujours eu cette phase ascendante, parce que tout simplement on avait le travail qui venait là, bon, on créait les opportunités aussi, mais on avait ce travail qui se présentait à nous et donc la capacité à pouvoir monter en puissance. L'échec sur lequel je veux revenir, il est suite finalement un petit peu au démarrage que l'on a eu en 2000. En 2000, on travaille, étant bordelais, on travaille dans le viticole. Et je fabrique des cartes. En fait pour la gestion vitivinicole, pour les grands châteaux, les coopératives vitivinicoles. Adossé à ça avec un outil de gestion vitivinicole qui permet de tracer exactement ce qui se passe dans une vigne. Ensuite, au niveau du raisin, dans le logiciel, au niveau du raisin, de l'élevage, pour aller jusqu'à le produit final, le vin. Et là, on a un premier effet d'opportunité, je reviendrai sur l'échec après, mais on a un premier effet d'opportunité qui arrive, c'est qu'au moment où on déploie cette technique-là, alors qui est basée plutôt sur une clientèle qui va chercher de l'excellence dans la gestion et de la qualité pour pouvoir suivre son produit, on a tout d'un coup une obligation de traçabilité qui arrive dans le marché et qui impose en fait aux viticulteurs de pouvoir dire un lot de bouteilles, je peux remonter en fait tout ce qui s'est passé sur un lot de bouteilles jusqu'à quasiment la grappe de raisin. Allez, on ne va pas jusque-là, mais au moins jusqu'à la parcelle de vigne. Et l'outil qu'en fait on avait mis en place, qui était plutôt pour une clientèle de grands châteaux bordelais, s'est trouvé en fait généralisé à l'ensemble du territoire viticole français. Et on avait, nous, les compétences, la technique, les moyens, alors faibles à l'époque, mais on avait ces moyens-là pour pouvoir adresser ce marché-là. Et on a eu un premier effet comme ça de tremplin parce qu'on est arrivé là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Et c'était quelque chose qu'on a vécu de manière plutôt enthousiaste. Et ça nous a permis de traverser la fameuse vallée de la mort parce qu'on avait un marché de niche et qu'on avait à un moment donné une pratique et des obligations de la part de nos clients qui devaient s'adresser à nous. On était 2 en France à faire ces choses-là. C'est un marché donc de niche, comme je le disais, et donc très rapidement, bien qu'il y ait de la concurrence entre nous deux, on a pu décoller et asseoir une structure et avoir du matériel pour pouvoir ensuite rebondir. Donc ça, c'est les 3 premières années. Donc c'est pas la vallée de la mort dans sa totalité, mais en tout cas, c'est déjà des premières épingles qui sont à traverser. Et à la fin de ce marché-là, parce que tout ça a une fin à un moment donné, les parcelles de vignes, on les quantifie, mais c'est pas sans fin, c'est pas tout le territoire français. On va travailler dans une extension, on rencontre en fait un grand groupe, alors je ne donnerai aucun nom, vous comprendrez bien pourquoi, on va à la rencontre d'un grand groupe d'agrochimie, et on travaille, nous, sur une technique qui est sur de la base, encore une fois, l'esprit technophile. On va travailler sur une technique à base de proches infrarouges qui va pouvoir photographier le végétal et
pouvoir indiquer un niveau de défaillance de la photosynthèse sur le végétal. C'est pour produire de la carte, encore une fois. Et on se rend compte qu'avec cette technique-là, on peut, de cette manière-là, en préventif, pouvoir prévenir donc d'une carence que l'on a au niveau du végétal. Et à l'époque, si vous vous remettez dans ce contexte, je pense que tous autour de la table, je pense que les années 2000, on s'en rappelle tous, on commence à parler d'agriculture, on commence à parler de bio à ce moment-là, même s'il y avait les premiers pionniers étaient déjà bien en place, mais le bio a commencé à être rendu public et on parlait aussi de plus en plus d'agriculture raisonnée. Et cette approche-là était relativement intéressante parce qu'elle permettait de pouvoir cibler exactement un phénomène qui apparaissait sur un végétal, qui n'était pas visible à l'œil nu, mais qui était visible dans le proche infrarouge, donc sur une autre bande spectrale, et qui permettait de dire, donc c'était 3-4 jours, 3-4-5 jours finalement avant l'apparition du phénomène dans le spectre visible, de dire là il y a un problème. Et on pouvait localiser précisément sur l'ensemble des végétaux qui étaient auscultés, de dire attention, là on a une carence, on a un phénomène de carence. Et le groupe agrochimiste était intéressé pour ça, parce que ça lui permettait de dire j'ai la preuve par l'image. L'image me permet de dire que là j'ai quelque chose qui arrive. Et ça nous a valu d'aller, alors je vous passe tous les détails, parce que sinon on va y rester la nuit, mais ça nous a valu, nous, de travailler, y compris sur l'olivier. Alors l'olivier a cette particularité, c'est que sa feuille, en fait, ne jaunit. Quand elle jaunit, c'est que c'est vraiment trop tard par rapport aux autres végétaux. Mais quand on a une carence, principalement une carence en fer, sur l'olivier, qui apparaît, la feuille ne bouge pas, donc on ne voit pas. En revanche, dans le proche infrarouge, on voyait très bien cette dégradation. Et ça permettait en fait à l'agrochimiste d'aller voir ensuite les oléiculteurs et de leur dire, voilà, écoutez, voilà, preuve par l'image, là vous avez un problème. Donc nous, on a développé une gamme de produits avec des matières actives qui sont dédiées pour les vecteurs que l'on analyse. Et ça vous permet de corriger et de garder une production, qui est celle qui était attendue. Sans pour autant constater à la récolte qu'on avait une défaillance, une déficience par rapport au volume que l'on souhaitait avoir. On a fait les premiers essais, très convaincants, sur plusieurs types de cultures. Deuxième campagne, donc une première année, pour valider le principe. Deuxième campagne, et là on se retrouve avec une confirmation finalement de nos attendus de départ. Et donc là, va s'ouvrir devant nous en fait un chemin bien balisé avec des perspectives de croissance qui sont très importantes. Pour autant, on avait besoin de valider donc la troisième campagne, la dernière campagne, qui, elle, permettait de calibrer complètement, et donc de finaliser avant de rentrer sur le marché industriel. Et on s'est retrouvé dans une réunion sur laquelle on a été témoin d'un arbitrage, en fait, d'un grand groupe, qui dit, soit on privilégie l'agriculture raisonnée, soit on fait de la modification du génome. Et pour des raisons qui appartiennent au grand groupe, c'est la modification du génome qui a été retenue, malgré le fait qu'à cette époque-là, si vous vous rappelez, on est en train de discuter du protocole de limitation des OGM à l'échelle européenne. Le grand groupe s'en foutait complètement de ce truc-là, parce que derrière, il y a des actions de lobbying pour pouvoir aller contrecarrer ça, puis le marché pour eux, c'est un marché qui est mondial. Et on s'est retrouvés, nous, coincés, et l'échec, en fait, cuisant, parce qu'on avait mis énormément d'efforts, parce que là, vous y mettez vos valeurs. Quand vous travaillez, que vous dites que vous participez finalement à la limitation des épandages de produits phytosanitaires et que sur les limites résiduelles acceptées, ce qu'ils appellent les LMR, dans ce qui rentre dans le sol, ce qui reste dans le sol au niveau des produits chimiques, on est en train de limiter toutes ces choses-là. Donc ça vous parle, quand vous avez 30 ans, toutes ces choses-là vous parlent, si vous êtes un petit peu sensibilisé à la chose. Et je pense qu'on est très nombreux aujourd'hui à l'être. Et tout d'un coup, votre château, ces fondations que vous avez montées s'effondrent complètement parce qu'il y a une autre voie qui est retenue. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une très très belle expérience pour moi, même si elle était douloureuse, parce que, en fait, on n'était pas au bon moment, au bon endroit et au bon moment. Le marché est arrivé beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on le fait avec des drones. Ces choses-là se font avec les drones dans les vignobles bordelais. Et on ausculte ces choses-là. Et je suis extrêmement content
de voir que finalement l'idée était bonne, l'idée n'était pas mauvaise. Et tant mieux si, tant pis, je veux dire, tant mieux si d'autres ont pris cette idée-là, une espèce de confirmation finalement que ce que l'on faisait, les valeurs qu'on a inculquées nous au sein de l'entreprise à cette époque-là, elles n'étaient pas mauvaises. Et je trouve que c'est une chose importante à un moment donné quand vous, en tant que chef d'entreprise, et de quelque part de guide. Allez, avec, je mets des guillemets, de guide un petit peu pour dire, voilà, on va dans telle ou telle direction, parce que c'est ce qu'attendent aussi nos collaborateurs, même si on discute beaucoup. De voir ce type de confirmation, je trouve que c'est extrêmement important. Et je finirai cette histoire sur cet échec pour vous témoigner finalement d'avoir vu et vécu des actions de lobbying très très fortes, qui ont parachevé complètement mon idée de continuer à travailler dans ces choses-là. On est convoqué par la Chambre de commerce de Bordeaux, qui nous dit on reçoit une délégation d'une grande firme de matériel agricole américaine, allez, je vais dire américaine, et on aimerait que vous témoigniez sur ce que vous avez travaillé. Et je lui dis mais ça fait 2 ans que j'y travaille plus, puisque nous on a arrêté suite à la décision de l'autre grand groupe agrochimique. Mais elle me dit allez faites ça pour nous, parce qu'on voudrait avoir des candidats quand même en local pour dire qu'on travaille aussi sur ces techniques-là. Et on y va et on se retrouve face à 3 Européens et 2 Américains. Dans les Américains, il y a le vice-président du groupe et son conseiller. Et on commence à faire l'exposé, donc on se lance, on fait l'exposé, et là on se fait mais littéralement démolir. À l'américaine, si vous avez déjà vécu ça. C'est à l'américaine, il n'y a pas de gants, il n'y a rien, c'est punch, punch directement dans le nez, ça fait mal. Et le conseiller du vice-président nous démonte complètement la chose en nous disant qu'on est sur des caprices d'Européens, que pour eux, toujours le sempiternel ritournel qu'on entend, nous on doit nourrir le monde, donc ces petites gesticulations européennes ne nous concernent pas, elles sont sans fondement et ridicules, donc ils vous cassent littéralement la chose. On finit l'interview, le gars de la CCI s'excuse, de la façon dont s'est passée l'interview, c'est vrai que c'est pas marrant à voir en réel, enfin ma place n'était pas très marrante. Et c'est avec mon associé, on débrise dans la bagnole, on dégouline dessus, on dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on vient de vivre là. Et on retourne au bureau, puis on tape sur Internet pour voir un petit peu le pédigré de ce fameux gars, conseiller du vice-président, qui nous avait démoli. Je ne suis pas mythomane, je vous promets. On avait face à nous l'ancien secrétaire d'État à l'agriculture de John Bush Jr., qui était le rédacteur du protocole de développement des OGM à travers le monde. Mais on s'est posé la question, mais quel est l'intérêt de ce gars d'aller vraiment démonter deux petits Bordelais, 2 petits entrepreneurs de pas grand-chose par rapport à lui qui représente une portée mondiale. Et c'est là qu'on a appris qu'effectivement, le lobbying, c'est à tout niveau, y compris, on ne supporte pas, ces gens-là ne supportent pas l'idée qu'à un moment donné, il y ait une contre-voix finalement à leurs indications. Et on a vécu l'échec, vous voyez, moi je l'ai vécu, c'est un échec bien évidemment, parce qu'il y avait 3 ans d'investissement là-dedans, avec des perspectives d'évolution, au moment où je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais c'est une chose qui a été vécue comme un échec, mais aussi comme un apprentissage fort. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir vivre les échecs sur ce qu'on développe de manière un peu plus sereine, en disant, mais finalement, on a quand même appris énormément de choses de tout ça. Ce qu'on en retire, c'est quand même aussi, on peut voir le fameux verre à moitié plein, à moitié vide, comme vous voulez. Mais là, en l'occurrence, moi je retiens toujours qu'il y a un apprentissage. À partir du moment où on ne ressort pas sonné et unijambiste ou ce que vous voulez, il y a quand même il y a un crédit quand même qui est quand même à allouer. Voilà, donc ça c'est pour la partie échec. Je trouvais que c'était quelque chose qui a frappé mon parcours, frappé mes esprits, et y compris celui de mes associés. Et qui nous a permis à un moment donné pas d'avoir un blindage, mais d'appréhender l'échec de manière peut-être un peu différente, surtout quand vous y mettez vos tripes. C'est ça qui est important, c'est que quand je vous parlais de passion, c'est là que ça se passe. C'est bon là, bien évidemment aussi, mais c'est aussi là que ça se passe. Et quand vous avez ce type de désillusion, ça fait toujours très mal. Donc il faut savoir les appréhender. Et ça, c'est une très très bonne finalement expérience qu'on a pu avoir. Donc mes associés, suite à ça, on a quand même rebondi, puisque on a travaillé dans le LIDAR à partir de 2003.
Le lidar, donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit apparaître dans les voitures. Nous, on travaille sur cette technique-là depuis 2003. Alors, balbutiement au départ, hein, c'est des machins qui faisaient à peu près 50 kilos, qui sont comme ça, qui sont peu maniables, mais vous voyez déjà la technique et vous sentez un petit peu ce qui se... Quand vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous avez l'expérience et l'expertise dédiée pour ça, de suite vous voyez les potentialités qu'il y a et vous vous dites que de toute façon, dans un schéma classique, hein, vous savez, de progression de matériel, on a toujours les fameux geeks, les early adopters sur la loi de Moore. On a toujours cette montée-là, et à un moment donné, vous savez qu'il y a, sur les premiers, passé la phase des early adopters, on commence à avoir justement une phase d'industrialisation qui arrive. Et là, donc, les outils, il faut qu'ils soient absolument apprivoisés. On a des effets de miniaturisation, de plus de puissance, plus de capacité, et on savait très très bien. Et ça, je peux vous dire, pour l'instant, je n'ai pas vu le contraire, mais systématiquement sur ces émergences de techno, on voit des parties prototypage, qui sont commercialisées, mais qui restent quand même des choses un petit peu instables. Et puis très tôt, très rapidement, vous avez quand même un effet d'industrialisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand ce moment-là arrive et que vous avez la compétence, mais ce sont des moments qui sont clés pour pouvoir vous propulser justement sur un marché. Et ça m'amène, tout ça, ça m'amène sur, et je viendrai sur la discussion avec l'organisation que j'ai avec mes deux compères, cet effet comme ça d'être prêt, d'appréhender la technique, pas de l'apprivoiser encore, mais d'appréhender la technique et de commencer à travailler dessus, ça nous a amené sur, là aussi quelque chose que je voulais témoigner ce soir qui paraît très important, c'est on travaille nous dans la mesure de l'invisible. On cartographie l'invisible, tout ce qui est dans le sous-sol, tout ce que vous ne voyez pas. Vous voyez, on n'a pas les bandes spectrales de nos yeux, ne sont pas équipées pour voir à travers le sol. Et on a des instrumentations qui font ça. Et là, pareil, on a travaillé sur ces questions-là. Et il y a un moment clé, en 2012, sur lequel je réponds à un marché, une consultation, c'est pour la ville d'Orléans. Je peux citer le nom, ça se passe bien cette fois-ci. On est sollicité par la ville d'Orléans pour traiter un marché. On répond sur ce marché-là. Et on est contacté et on nous dit « Écoutez, vous êtes horriblement cher par rapport à vos concurrents, mais vous avez un mode opératoire qui nous plaît énormément. » Et on s'est rendu compte dans ce marché-là, puis qu'on y travaillait donc, depuis 2004, donc ça fait 8 ans qu'on bossait là-dessus. Alors à petite échelle, hein, bien évidemment, mais on sentait qu'il y avait des choses qui arrivaient. Pour vous expliquer, ce marché arrive là, tout simplement parce que quand vous faites des tranchées dans une route, vous avez par moment des pelles mécaniques qui éraflent des canalisations de gaz, ou des travailleurs au marteau-piqueur qui viennent, à un moment donné, percuter une gaine électrique. Et le résultat, vous le connaissez, la pelleteuse, ça fait boum, le marteau électrique, le gars est collé. Donc il y a des morts. Donc là, on sentait, nous, très tôt que ces choses-là, il fallait les généraliser parce qu'il y avait un aspect de dangerosité extrêmement important sur le domaine public, alors, pour les travailleurs, mais y compris pour les avoisinants, pour le voisinage aussi. Et donc on travaillait sur ces choses-là, et donc je vous dis, la commune d'Orléans nous contacte et nous dit, voilà, vous êtes horriblement cher, mais vous avez un très très bon mode opératoire. On veut travailler avec vous et on travaillera avec vous. Et on se rend compte qu'en fait ce marché, c'est tout simplement le marché expérimental qui permet de faire une remontée en comité de pilotage ministériel pour écrire la norme. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on fait le marché, ça marche bien, parce qu'on avait cette antériorité-là, on savait de quoi on parlait, et le décret d'application était basé en fait sur ce que nous, on avait produit comme mode opératoire. Là, vous avez un effet démultiplicateur qui est gigantesque. Et pour nous, ce sont vraiment des choses extrêmement significatives. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans notre actualité. Là, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le véhicule autonome, sur la délégation de conduite, véhicule autonome qui soit ferroviaire ou routier. On travaille beaucoup sur ces questions-là. Et on met l'accent notamment sur les parties normatives et standardisation, parce qu'on sait que, à partir du moment où c'est vous qui écrivez, participez en tout cas à l'écriture des textes de référence, vous êtes très très bien placé. Vous êtes très très bien placé ensuite pour la suite des opérations. Voilà ce sur quoi on met l'accent. Au-delà de l'aspect technique, hein, c'est la participation justement à l'écriture de la norme. Pour me répéter, au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est vraiment ça qui est important.
Et là, dans la détection de réseau, c'est quelque chose qui nous a amené à pouvoir déployer de manière extrêmement significative sur tout le territoire. Donc on est parti de Pessac. Bon, la pépinière était à Cestas. Je suis cestadé, moi, d'origine. La pépinière était à Cestas. Ensuite, on a déménagé sur Pessac. Et de Pessac, on a travaillé en local. Et puis ensuite, on a développé toutes ces techniques-là. Donc il y a celle sur la maîtrise du positionnement satellitaire, donc GPS, qui est communément appelé GPS, la mesure du sous-sol et puis la scannerisation LIDAR. Voilà, ces 3 techniques-là, en fait, on les a développées, on les a travaillées en amont et elles nous ont permis, quand les marchés sont sortis, de pouvoir être prêts au bon moment. Dans le LIDAR, vous avez par exemple aujourd'hui la généralisation du BIM. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Building Information Model. Donc on fait de la maquette urbaine sur laquelle on va rattacher des informations pour la gestion de bâtiments. Et ce qui est intéressant, on parle aujourd'hui, on est en train de migrer ça même sur la notion de jumeaux numériques. La notion de jumeaux numériques, c'est le cycle de vie complet d'une infrastructure ou d'une superstructure. On part de sa réalisation, de sa conception, de son temps de vie, mais aussi de sa fin de vie. Voilà. Et toutes ces questions-là, on font appel à ce genre de technique de mesurage, de maquettage et d'association d'informations justement à un modèle d'espace. Vous voyez, pour les 3 marchés qu'on adresse, en fait, on a pour les 3 techniques que l'on adresse, on a des marchés qui sont associés, des marchés que l'on estime, nous, nationaux, voire transnationaux, pour pas dire plus. Et donc là, on a à peu près, par cette approche-là, on a à peu près entre 3 et 5 ans d'avance en fait sur nos concurrents. Donc c'est court, je peux vous dire que c'est très court, parce qu'il y a un moment d'acceptation aussi de la part de la personne, du client. Au départ, quand vous proposez ces choses-là, ça fait toujours un petit peu peur. Donc il y a un moment d'acceptation et 3 ans, 5 ans, il faut aller très très vite. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire, on est conscient de ça et on s'emploie justement à pouvoir très très vite monter en puissance et continuer d'améliorer en permanence nos savoir-faire. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les techniques qui sont actuellement déployées dans GeoSat. Et de manière plus proche de la direction, on est, comme je vous disais, donc on est 3 aujourd'hui. Donc mes associés m'ont rejoint, le premier m'a rejoint en 2006, le deuxième en 2007, donc ça fait quand même quelques temps. Au départ, en fait, on était bien sûr très enthousiastes, mais un peu chien fou, et en gros, on se mangeait nos périmètres respectifs, on se marchait sur les pieds, et c'était pas quelque chose qui était forcément très confortable. Ça crée pas mal d'interférences et pas mal de bruit, finalement, ces choses-là. Et on a décidé, à un moment donné, de bien se mettre en ligne, et en phase, surtout en phase avec qui on était chacun de nous, qui on était. Et c'est là qu'on en est arrivé, en fait, à une organisation, donc ça date de 2012, cette chose-là. Et 2012, à l'époque 2012, on est moins de 100, on est moins de 50, pardon, on est un peu moins de 50. Et le fait de se mettre en phase entre associés, Lionel, donc mon premier associé, lui, il travaille sur les aspects de croissance externe, donc tout le build-up. Mathias Sora, lui, va travailler sur toute la croissance organique. Et moi, je vais travailler sur ce qui me plaît le plus, qui est l'innovation et la stratégie. Et le fait de se donner comme ça des périmètres bien définis, bien respectifs, et surtout d'avoir la confiance. On l'a donné la confiance, mais on l'a aussi gagné, cette confiance-là. Je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai remarqué que ça fonctionne plutôt bien. Et c'est là qu'on a pris un envol qui est très important, parce que chacun savait ce qu'il avait à faire. Nos 3 bureaux, alors après c'est simple, au niveau logistique, nos 3 bureaux sont les uns à côté des autres. On n'est pas un à Toulouse, l'autre à Paris, l'autre à Bordeaux. On est tous les 3 au même endroit et on est constamment en train d'échanger sur les bonnes pratiques. Et on a défini comme ça des périmètres. Et ces périmètres-là nous permettent de pouvoir être quelque part les coups des franches sans être tenu d'avoir une interaction avec un autre associé. Et c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique au quotidien. Tout ça nous a amené à être, aux dernières nouvelles, au dernier chiffrage, 550.
personnes, donc réparties sur, allez, j'y vais, Bordeaux, la région bordelaise, il y a 3 entités sur Bordeaux, Paris, Toulouse, Nantes, Poitiers, Nîmes, Toulon, enfin on maille le territoire, voilà, en résumé on maille le territoire, plus une structure lusitanienne sur Porto et sur le Mozambique et la Zambie. Alors Mozambique et Zambie en fait c'est issu de la croissance externe qu'on a acheté le Portugal, puisque le Mozambique est lusitanien, donc on a fait de cette manière-là une implantation sur l'Afrique australe. Et là, on sort complètement du champ concurrentiel habituel des Français qui sont plutôt en Afrique francophone, Sénégal, parce qu'il y a des besoins aussi d'aménagement du territoire dans ces pays-là. Et on sort complètement du champ de concurrence habituel pour se retrouver avec plutôt les Africains du Sud et les Portugais dans notre champ de concurrence direct dans ces pays-là. Mozambique, c'était intéressant parce que c'est un pays qui a énormément de ressources et de capacités, très peu d'infrastructures déployées. Seul problème, c'est qu'ils ont eu la bonne idée d'acheter des navettes, des corvettes maritimes à des Nord-Coréens, au moment où ils étaient suivis par le FMI. Autant vous dire que ça ne fait pas un pli, le truc. Le FMI coupe tout. Donc si vous avez un jour à aller au Mozambique pour travailler, évitez de travailler avec le public parce que c'est un peu compliqué actuellement de travailler plutôt avec le privé. Voilà ce que je veux dire. Et on est en train de regarder pour continuer à mailler un petit peu le territoire sur plutôt Europe de l'Ouest. On n'a pas même si on a des marchés, dans nos travaux actuels sur la délégation de conduite qui nous amènent jusqu'en Chine, voire peut-être au Japon prochainement. On est quand même concentré, on est sur des effets d'opportunité, clairement, d'aller travailler comme ça dans un secteur. Ce n'est pas une volonté de notre part, nous on veut plutôt être concentré sur l'Europe de l'Ouest pour le moment. Et ça nous amène finalement à définir un plan d'investissement qu'on travaille avec nos financiers. Là aussi, j'ai un truc à dire, c'est que les partenaires financiers sont extrêmement importants dans votre souci de développement, que ce soit au quotidien ou éventuellement quand vous avez un effet d'opportunité, un moment d'opportunité à saisir et que vous avez des effets d'accélération à prendre. Le partenaire financier est extrêmement important à ce moment-là, donc dialogue permanent, quasiment au quotidien avec le partenaire financier, ce sont des choses que moi je peux recommander, ça fonctionne. C'est mieux que d'appeler le banquier quand ça ne va pas, c'est aussi discuter avec lui quand ça va bien. C'est important parce qu'il a des solutions, beaucoup de solutions. Et ça nous a amené sur le dernier chapitre peut-être que je voulais aborder, qui est celui d'une levée de fonds. C'est issu en fait d'une analyse qu'on fait sur le marché de la délégation de conduite. Donc on travaille depuis 2015 sur ces domaines-là. Donc l'implémentation de l'IA depuis 2015, on est en train de travailler sur d'abord les apprentissages et ensuite les réseaux convolutionnels neuronaux. Donc le calcul distribué et l'IA, c'est depuis 2015 chez nous qu'on travaille. Et on a eu des effets d'opportunité assez intéressants avec des acteurs, grands groupes français industriels d'ingénierie, qui nous amènent à un moment donné sur un marché à portée mondiale. Je ne sais pas si on y arrivera, j'en sais rien aujourd'hui. En tout cas, on y bosse sérieusement. Mais ça demandait, pour pouvoir suivre le rythme de ce grand groupe, d'avoir des moyens associés et des moyens qu'on n'avait pas. Et donc c'est arrivé la question sur un effet d'accélération, puisqu'on brevette pas mal quand même, nous, dans la structure. On a une structure R&D d'une quinzaine de personnes, principalement docteurs et un petit peu d'ingénieurs. Et le fruit de ces travaux-là nous amène à un moment donné à nous dire qu'il nous faut des ressources supplémentaires. Et assez rapidement. Et c'est là qu'est arrivée la conclusion de dire il faut aller voir des gens qui savent faire et pouvoir monter un business plan sur 5 ans, où il est monté sur 5 ans voire 7 ans, avec justement des ressources allouées pour pouvoir parvenir à nos fins. Et c'est ouvert là, donc quelque chose qu'on a découvert complètement, parce que bien qu'on soit né du moment de la bulle Internet, c'est-à-dire en 2000, où là ça a levé massivement, mais on n'était pas dans ce domaine-là, donc on n'était pas du tout attrait à ce genre de possibilités. Là, on s'est retrouvés, nous, alors j'avais mon associé Lionel, lui, qui me demandait depuis longtemps de dire faire de la levée de fonds, et j'ai dit mais la levée de fonds, pourquoi faire ?
Aujourd'hui, on finance notre croissance. On a toujours des bilans qui sont positifs, qui sont excédentaires, on est bien. Donc on a nos partenaires financiers qui nous accompagnent systématiquement. Pourquoi faire une levée de fonds? Sauf que là, à un moment donné, un effet d'accélération, on me dit, bah oui, là on ne pourra pas, il faut aller vite. Et donc s'ouvre ce nouveau territoire-là, sur lequel on découvre. Donc on le prépare, je vous conseille, peut-être un petit conseil, c'est de travailler avec une banque d'affaires sur ces choses-là. Donc nous, on s'est fait accompagner. Et franchement, même si l'addition est salée, on ne le regrette pas. Ça, c'est vraiment des choses qu'on n'improvise pas. Et on ouvre comme ça, et lui vous amène en fait dans un champ d'appel à concurrence qui est beaucoup plus vaste que ce que vous pourriez espérer au départ. Le montant de la levée, Cédric? C'était 10 millions. On a fait 10 millions d'euros en 2019. Dixit, le banquier d'affaires, on aurait pu faire un peu plus. Mais bon, pour nous, ça, attention, ces effets de dilution, on souhaitait aussi quand même rester maître chez nous. Donc ça, c'était quand même important. Donc c'est pour ça qu'on a dimensionné uniquement aux besoins et pas forcément sur ce qui veut dire, d'autant plus qu'on a appris après qu'on est sur des phénomènes de réitération, d'itération successives sur les levées, ce qu'on ne savait pas forcément. Et on ouvre comme ça le champ d'un appel à candidature. On a à peu près 30 fonds qui sont ouverts, mais on a un bilan qui est déjà bien costaud. On a de l'antériorité, on a 19 ans déjà d'antériorité, on est costaud, on est équilibré, enfin plus qu'équilibré, on génère de la richesse, et on a des marchés en face, et on a des perspectives. Et donc on a 30 candidats potentiels qu'on rencontre, pas tout le monde, on a choisi certains, 13 LOI qui nous sont proposés. Sur ces 13 LOI, en fait, on n'en retient que 5. On revoit les 5 personnes, une par une, on en choisit 2, et sur ces 2, qu'on revoit à nouveau, et donc ces négociations, et c'est là que le partenaire financier est extrêmement important, y compris le partenaire juridique. L'avocat est extrêmement important aussi, sur les questions, sur les parties rédaction de l'ensemble des accords qui va nous lier finalement avec ce nouveau partenaire. Donc voilà, moi j'ai 2 personnes clés sur la levée de fonds que je trouve. On accompagne le banquier d'affaires et l'expert juridique. Et suite à ça, on a choisi, il fallait en choisir un. Les 2 étaient vraiment très plaisants, mais il a fallu en choisir un, et ça s'est fait sur du ressenti, bien évidemment, la qualité de l'offre, bien évidemment, mais vous pouvez imaginer que quand on a fait comme ça un écrémage, on avait des offres qui étaient d'extrêmement bonne qualité. Et le ressenti aussi, le feeling, parce on sait qu'on va vivre pendant 5 ans, voire 7 ans avec ces gens-là à nos côtés. Et donc cette notion-là de ressenti est extrêmement importante, ce qui nous a permis de clôturer. Ça m'a réjoui, je ne vous avais pas vu. Je parlais des partenaires financiers, je ne vous avais pas vu, pardon. Et voilà, ça nous a permis comme ça de passer une nouvelle étape, de découvrir un territoire qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. Et l'effet est quand même bénéfique, puisqu'aujourd'hui, à l'époque où on lève, on est dans les 200, on est un peu moins de 200, on n'est pas encore une ETI. Et aujourd'hui, on est 550, on a passé le stade d'ETI. Et j'ai envie de dire, la levée de fonds, oui, a servi quelque part à quelque chose. Beau dossier de capital développement. Comment? Beau dossier de capital développement. Oh, c'est un exemple. C'est un exemple, ouais. C'est un exemple, ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, je pense, qui se sont passés. Mais oui, comparé à à l'environnement qui est celui de Scale-up, si je dis pas, non, Upgrade, pas Scale-up, Upgrade. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu différent. On est arrivé sur ce terrain-là de levée de fonds avec déjà beaucoup plus d'antériorité, de maturité. On savait où est-ce qu'on allait déjà. Donc c'est quelque chose qui était peut-être plus facile, peut-être plus aisé que quand on démarre et que... quand j'ai démarré, ouais, juste peut-être ça, même s'il n'y avait pas je vous dis 2000, ma plus grosse difficulté, c'était quand j'ai créé Geosat et qu'il me fallait 30 000 euros, et que j'allais voir les banquiers, et que le banquier me disait oui, mais bon, présentez-moi votre bilan, et que je leur disais j'en ai pas, j'ai pas de bilan, j'ai rien du tout, mais je crois à ce que je veux faire. Bon, ça suffit pas pour un grand nombre de banquiers, et il se trouve que par effet d'opportunité, à un moment donné par cooptation, il y a quelqu'un qui a dit tiens, aide-le, lui, il a l'air d'être convaincant, il est plutôt convaincant, il a l'air de croire à ce qu'il veut faire.
donne-lui ces 30 000 € pour qu'il puisse amorcer son truc. Et je pense que c'est le plus beau coup de pouce que j'ai jamais eu dans ma vie. C'est peut-être celui-ci. C'est pas le plus significatif parce que le montant est pas si important, mais quand vous avez rien, quand vous démarrez, que vous avez rien, que vous avez mis votre argent, vous l'avez mis dans une SARL, à l'époque c'était 50 000 francs à l'époque, donc c'était mes économies personnelles que j'avais mis là-dedans. Trouver 30 000 €, c'était compliqué, mais voilà, il y a un moment donné, quelqu'un qui a fait confiance, et je crois que c'est le plus beau geste que j'ai pu avoir dans ce parcours-là, c'est peut-être celui-là. Et après, c'est les effets d'opportunité, beaucoup d'effets d'opportunité. On a su saisir un petit peu ce qui se passait à un moment donné, toujours avec la même idée. On sait où est-ce qu'on veut aller, on sait ce qu'on veut faire, et il ne faut pas hésiter à les prendre. J'ai envie de dire, on n'a rien à perdre. Je me suis toujours dit ça, j'ai rien à perdre. Et avoir une vision prospective qui guide la stratégie, tu m'as dit? Ça, c'est permanent. Puisque, comme je disais tout à l'heure, on a à peu près entre 3 et 5 ans d'avance. Mon combat, en fait, ma concurrence, en fait, a évolué au fur et à mesure. Elle était au départ locale, purement locale, dans un métier qui est fortement segmenté. Il y a un grand nombre de géomètres sur le territoire, donc il fallait finalement faire sa place, tout simplement, sans écraser les autres pour autant. C'est pas ma façon de faire. Je suis plutôt respectueux, je considère que la concurrence, si la concurrence, c'est qu'il y a du marché. Et je ne suis pas du tout du genre à écraser mes confrères, je suis plutôt dans l'association, je suis plutôt dans le partenariat, dans le développement de partenariat. Et au fur et à mesure, donc, on est devenu plutôt concurrence nationale. Donc aujourd'hui, on est dans cette position sur laquelle on a une concurrence qui est nationale. Donc on se bat avec on est deux, trois gros en France. Donc on se bat avec ces gens-là qui ont aussi une culture à l'international. Et on commence à avoir, moi je commence à avoir des concurrents qui sont en Hollande. Hollande qui a une très grande tradition de la carte. Vous avez TomTom est en Hollande, IR est en Hollande, Google je crois aussi, Google Maps, je ne sais plus s'ils sont en Irlande ou en Hollande. Mais enfin, il y a une très très grosse culture néerlandaise et on est en concurrence aujourd'hui avec ces gens-là. Pas encore en concurrence avec les grands cartographes que je viens de citer là, mais on est plutôt fournisseur pour eux. Donc on passe des accords de partenariat, on signe des accords de confidentialité avec ces gens-là, parce qu'à un moment donné, on amène une compétence dans mon métier, on est en train de converger vers une seule, et Google Earth a été un formidable vecteur pour ça, de dire il y a une seule Terre, ce qui est vrai, il y a une seule Terre, donc il y a une seule représentation spatiale, et tout est en train de converger. Et aujourd'hui, on a les outils numériques qui vont nous permettre, alors, sans dévoiler trop de secrets industriels, on m'a dit fais gaffe. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de converger justement sur ce référentiel unique. Et l'utilisation, on a les outils pour permettre de faire du multi-échelle. Je rappelle que l'échelle, en tant que cartographe, voilà, je vous exprime ma passion, je considère que l'échelle graphique d'une carte était quelque chose qui est issu qui est du patrimoine, qui est issu d'une tradition de représentation de l'espace sur un espace défini, papier. Donc on crée une échelle, mais aujourd'hui, avec le numérique, on n'a plus du tout besoin de ces choses-là. On est multi-échelle, on peut s'affranchir complètement de cette notion d'échelle, puisqu'on peut rentrer avec les approches de gestion de données, on peut rentrer dans du très large, comme vous faites sur Google Earth, du très large jusqu'au très 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 fin, voire jusqu'au la précision qui nous est propre, qui est centimétrique, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Précision centimétrique. Donc vous avez capacité à pouvoir traiter des espaces, et ce qui est en train de voir, on consomme tous de la donnée géographique aujourd'hui, et vous allez en créer beaucoup, vous allez travailler gratuitement, je suis désolé de vous le dire, vous allez travailler gratuitement pour les grands cartographes, même si vous le faites déjà aujourd'hui. Ça, c'est leur business model, le nôtre, c'est pas celui-là. Nous, on ne fait pas travailler les gens gratuitement, on paye les gens. On les paye pour qu'ils puissent créer de la donnée géographique. Mais encore une fois, nous, on est dans une gamme de précision que les grands cartographes n'ont pas, et donc ils sont plutôt demandeurs de nos types de solutions. Voilà, donc toujours une vision prospective, puisque ça vous permet d'une part de voir ce qui est demain. Donc il faut, je ne vais pas vous dire comment ça se fait, j'en sais strictement rien, c'est juste on réfléchit, et puis on a peut-être l'expérience aussi, le retour, et puis surtout la vision et la capacité à dire ça c'est possible techniquement, on peut le faire. Est-ce que ça a du sens? Ouais, ça a du sens, donc ok, on y va. Et puis vous challengez. Nous, la stratégie en matière de délégation de conduite, donc je vous disais tout à l'heure, elle date de 2015, elle est constamment challengée, elle n'a pas bougé d'un iota.
elle est constamment remise en cause avec toutes les avancées technologiques qu'il y a. On sait dès le départ, on savait dès le départ où est-ce qu'on voulait aller, et on maintient, pour l'instant, on maintient exactement toujours ce cap-là. Et ça, c'est du confort aussi, parce que ça nous permet de travailler le fond et d'éviter de foutre à la poubelle des choses. Mais c'est un choix qu'on a fait dès le départ, on a dit on vise l'excellence tout de suite, et on ne va pas sur une montée progressive dans un champ concurrentiel qui est énorme, parce que vous avez les Indiens, l'industrie géospatiale indienne, elle est monumentale, ils sont en train de tout rafler, mais sur des compétences sur lesquelles que nous on a développées, mais sur lesquelles ils ne sont pas encore. Donc on a visé d'entrée, on a visé ça, et je vous dis avec une stratégie adaptée qui n'a pas bougé d'un iota. Donc il faudra qu'à un moment donné, peut-être je me creuse le citron pour peut-être la remettre au goût du jour, mais pour l'instant, non, la vision n'était pas trop mauvaise. Ouais, la vision n'est pas trop mauvaise. Grâce à cette passion. Ouais. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ouais. Ouais, grâce à ça. Bah, c'est enivrant quand vous avez comme ça une aventure de ce type-là. Oh, je fais attention à ne jamais trop me retourner derrière parce que j'ai pas envie d'avoir peur. Ça nous l'a fait une fois. On a fait un repas de fin d'année et on était, à l'époque, on était 100 ou 150. Et on s'est retrouvés avec cette masse de collaborateurs extrêmement importante et ça m'a fait peur. Me dire, mais c'est pas possible. Voilà, boum, vous le prenez vraiment pleine face, cette chose-là. Et donc, non, on a structuré, on a délégué énormément et on considère qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors oui, aussi une chose que je n'ai pas dit, d'un point de vue social, on a besoin de toutes les catégories de population. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'IA qu'au contraire on a mis tous les travaux pénibles. Et ça c'est depuis le début, et dans ma profession d'ailleurs, ça ne m'est pas propre, dans ma profession c'est comme ça, la numérisation a été enclenchée depuis très longtemps dans mon métier. Depuis très longtemps. Depuis les années 80, fin 80, début 90, on enclenche la numérisation, mais à l'échelle d'une filière. Vous pouvez imaginer à l'échelle d'une filière. Et de tout temps, on a toujours eu besoin justement de toutes les classes de population. Donc ça va de l'apprenti, il faut bien démarrer un jour, comme ça, jusqu'au docteur. Aujourd'hui, c'est les docteurs pour nous, c'est un peu moins développé dans ma profession. À l'échelle totale de la profession. Mais vous voyez, on a toutes les catégories de la population et c'est pas parce qu'on travaille sur des effets d'automation de plus en plus efficaces qu'on n'a pas besoin justement de quelqu'un qui a peut-être un peu moins de compétences mais qui sert. À un moment donné, il faut conduire des voitures, à un moment donné, il y a des gens qui conduisent des voitures. Il n'y a pas besoin d'une qualification énorme, un permis ça suffit. Mais ils sont à leur place. Et c'est intéressant et on communique beaucoup sur ce qu'on fait, notamment dans la prospective. On prend peut-être des risques à témoigner de ce que l'on fait dans l'entreprise, mais je trouve que c'est très fédérateur et ça permet d'amener tout le monde justement dans la voie, de leur dire déjà où est-ce qu'on va. Ça, je pense que c'est important. Et puis surtout de les amener et qui, quelque part, qui ait une certaine forme d'adhésion à ça. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. On passe 40 heures par semaine dans une société, autant que ça se passe de la meilleure des manières qui soit, et avec en plus une adhésion, une participation, un certain plaisir finalement à pouvoir travailler sur ces domaines-là. Voilà. Merci Cédric. Je t'en prie. Des questions? Bonjour, merci pour ce témoignage. Je rebondis justement sur ce que vous disiez juste à l'instant. Comment on transmet sa vision et sa culture à autant de salariés? Autant, c'est ça le problème. Mais ça se passe, il y a un service communication chez nous. Il y a un service communication aujourd'hui qui se passe, qui fait ce travail-là. Donc il y a 5 personnes, si je ne dis pas de bêtises, il y a 5 personnes, donc avec un responsable de service qui est un Sciences Po. C'est un Sciences Po qui organise tout ça et qui témoigne en permanence de ce qui se fait. Alors à tout niveau, au niveau de la cohésion sociale sur des animations qui se font, mais aussi le témoignage de la direction, ce que dit la direction. Par exemple, si ce soir il y a un film, je sais qu'on va retrouver ce film-là sur l'intranet de la structure. Et nous, on y participe dans cet intranet, pardon pour le micro,
désolé, on participe à cet intranet, on témoigne, on commente, ces choses-là pour dire, ben voilà, on est là, on n'est pas dans notre tour de verre inaccessible. Moi, je leur dis souvent à tous les collaborateurs quand ils arrivent, qui font le parcours d'intégration, déjà le parcours d'intégration, ils le font au siège social, dans nos bureaux, là où on est, donc ils nous voient. Ma porte et celle de mes 3 associés, celle du 4e associé principal sur Paris, je pense que c'est la même chose, elle est ouverte, notre porte est ouverte, alors même si bien évidemment il y a des effets des DRH, mettre en place des filtres, mais on essaye d'avoir un lien plutôt direct, même si c'est pas facile, hein, avec ce nombre-là, d'avoir, donc c'est plusieurs outils pour garder le contact, et je vous dis, à l'intégration, on les voit, on les salue, ils viennent dans nos bureaux, ils viennent dire bonjour, quel parcours ils ont fait, et on leur dit que la balle est dans leur camp et que c'est à eux de faire le reste de la suite. Ça, et puis après, vous avez aussi les chargés d'affaires, les directeurs de pôle, les directeurs de production, directeurs de pôle, chargés d'affaires aussi, qui redescendent ces informations-là. Donc il y a un effet direct et aussi un effet retombant quoi, pour que les gens sachent exactement ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire et ce sur quoi on se prédestine. Voilà. Si vous avez d'autres approches, je suis preneur. Ouais. Parce que c'est pas facile, ouais, c'est pas forcément facile. Et on a appris à parler portugais aussi. Enfin, je fanfaronne, mais c'est surtout mon associé. Bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant le début de votre parcours entrepreneurial, dans le début des années 2000. Vous aviez dit travailler dans le domaine viniviticole, Oui. Qui était pas un coup de chance, mais vous étiez là au bon moment, au bon endroit, avec un business qui était florissant, et vous êtes parti vers les proches infrarouges, ouais. Qui était le domaine de la physique, de la chimie. Oui. Et pourquoi être parti vers ce domaine-là alors que vous aviez un business qui était florissant et peut-être vous n'aviez pas déjà fait entièrement le tour puisque la demande était là a priori? Très bonne question. Je sais pas, j'ai peut-être pas réfléchi à l'époque et que j'avais envie de faire ça, peut-être aussi, tout simplement. Non pas que j'avais fait le tour de la question hein, sur le premier marché que j'avais, hein, c'est pas forcément ça, mais prospective, appétence sur le côté neuf de la chose et le côté j'apporte quelque chose, qu'est-ce que j'ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, ça m'a jamais fait trop peur, ces choses-là. Et c'est peut-être ça la raison qui fait que tiens, il y a un sujet, on ouvre quelque chose et rapidement je vois qu'il n'y a rien qui existe encore, mais que c'est un phénomène exploré. Je pars d'une expérience dans le cadre de mon apprentissage scolaire, donc mes études d'ingénieur, sur lequel on a fait de la télédétection. Donc j'ai déjà un background déjà technique qui permet de dire, voilà, il y a des choses qui existent et comment je peux utiliser ce que je sais dans quelque chose qui est relativement neuf. Voilà comment je déplace finalement mes actifs de connaissances dans quelque chose, appliqué à quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça. C'est pas une lassitude, c'est absolument pas une lassitude. Parce qu'on continuait à avoir cette double activité, et c'est ce qu'on a toujours fait nous dans Geosat, c'est toujours ça. On a toujours maintenu, on fait encore des levées vitivinicoles. Alors, maintenant que le marché a quand même été bien mappé, je sais pas d'autres mots, on fait de l'entretien. On est principalement dans les grandes propriétés bordelaises, mais on a toujours ça. Et c'est peut-être ce côté-là qu'à un moment donné, ok, j'ai un marché, mais je ne suis pas concentré dessus, je vais commencer à voir autre chose, je maintiens ça, et c'est là que je commence à avoir justement de nouvelles équipes qui vont travailler là-dessus. Et puis, par effet comme ça, je ne peux pas dire surtout pas effet rebond, mais par effet comme ça, pour dupliquer les choses, c'est comme ça qu'on a aussi structuré la société qui adresse aujourd'hui un panel de métiers dans la cartographie qui est extrêmement riche. Comme je disais, on va traiter de l'ensemble des cartes, de représentation de l'espace, dessous, dedans, dehors. On va traiter les aspects juridiques autour d'un foncier, ça c'est mon métier d'origine, de géomètre expert. On va traiter les aspects juridiques d'un bâtiment, d'une copropriété, mais aussi de l'extérieur. On va maintenant on adresse aussi des nouvelles fonctionnalités dans tout ce qui est connaissance d'un territoire pour appuyer des décisions, notamment dans les transports. Je parle de délégation de conduite, ça s'appelle comme ça.
Voilà, c'est des sujets qu'on prend au fur et à mesure et sur lesquels on a à chaque fois des nouvelles compétences qui arrivent. C'est peut-être ça là. Je pense que je me suis jamais posé la question, merci d'avoir posé, parce que j'ai jamais réfléchi à ça. Mais c'est très pertinent parce que je pense que c'est ça. Le fait de dire j'ouvre une porte et tiens, il y a un truc nouveau là, ça m'intéresse, j'ai envie de voir. Mais je garde ce que je maîtrise, aujourd'hui je le garde. Voilà. Ah, vas-y. Vous disiez que vous avez structuré avec vos associés, Ouais. Et ça a été très important dans l'évolution de votre société. Ouais. J'imagine qu'on n'est pas le même dirigeant avec 10, 50, 100, 200 et 500 salariés. Qu'est-ce que vous avez abandonné justement comme... On délègue énormément. Moi, j'espère que j'ai pas changé. J'espère que j'ai pas changé par rapport à ce que j'étais au début. J'essaye d'avoir un peu de proximité. J'en ai beaucoup moins. Bien sûr, j'en ai beaucoup moins. J'en ai avec les gens que je vois au quotidien, bien sûr. On délègue énormément, bien sûr. Il y a énormément de sujets. Moi, je le disais, je suis concentré sur l'innovation et la stratégie qui découle de cette innovation-là. Donc j'ai plus de contact aujourd'hui avec mes équipes de recherche qu'avec mes équipes de production, mais pour autant je tiens à garder ce contact-là malgré tout, parce que je sais qu'à un moment donné je vais devoir faire le transfert entre l'innovation et la production. Donc il faut que je garde ce contact-là avec ces personnes-là. Alors bien évidemment, j'ai réduit le nombre de personnes. Enfin non, je pense que j'ai gardé le même nombre de personnes. J'ai peut-être pas fait l'effort moi d'accroître justement le nombre de personnes avec qui je discute. Mais je pense parce que c'est tout simplement limitant physiquement. Voilà, mais on essaye pour autant, par rapport à votre première question, on essaye quand même malgré tout de dire ce qu'on fait, et de dire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fera. Malgré tout, mais j'espère ne pas avoir trop changé. J'espère, je ne sais rien, c'est pas moi qui pourrais le dire, certainement pas. J'ai des intentions et des espoirs, mais je ne sais pas s'ils sont réels. C'est une question je pense qu'il faut se poser assez fréquemment. Il y a le fameux, vous savez, la fameuse allégorie sur je me regarde dans la glace tous les matins, machin. Bon, je le fais, mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin que ça. Voilà. Merci. Par rapport à vos associés, au départ, vous avez démarré seul. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir des associés? Comment vous les avez choisis? C'était des collaborateurs qui ont évolué à vos côtés? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Plusieurs cas de figure. D'une part, comme je vous disais dans mon propos introductif, j'aime le partenariat. Je ne suis pas dans la destruction. Je suis plutôt dans l'association et dans le partenariat, dans le développement de partenaires. Que ce soit des partenaires avec des sociétés ou comme ça, là en l'occurrence, plutôt ouvert à l'association. Parce que, je me fous sur un canapé, sur un divan là, mais je connais mes défauts, je connais mes qualités, mais je connais aussi mes défauts. Et j'ai cherché dans l'association à combler tous ces défauts-là. Et il y en a certains que je connais que je ne vous dirai pas. Je vous le dirai pas. Il y a certains que je souhaitais combler justement. Et je savais que les gens que j'avais à côté de moi étaient des gens qui me complétaient parfaitement. Et j'ai trouvé que c'était... J'ai fait mon association non pas avec des copains, certainement pas. Parce que j'ai entendu beaucoup dire que quand il y a des choses difficiles à dire et qu'on est copains, c'est très compliqué. Donc j'ai pas fait mon association avec des copains. Le premier, je le connaissais pas du tout. Je l'ai vu un soir de septembre 2006. Il est arrivé, il m'a fait très forte impression. Alors que lui était dans une situation down, on va dire ça comme ça. Il était dans une situation où il n'était pas bien, mais il m'a fait très forte impression. Et très rapidement, je dis oui, lui, il faut qu'il vienne travailler avec moi, lui. Il est intéressant, il a un bon profil. Et le deuxième, en fait, alors c'est encore une autre expérience. Il était, comme non, je ne l'ai pas dit, mais dans mon métier, on fait 4 ans de stage. Maintenant, c'est plus que 2 ans. Une fois que vous avez fini votre école d'ingénieur, vous faites des stages en immersion dans l'entreprise. Et
cette personne-là, cette troisième personne-là, je l'ai vue en stage. On était en train de travailler sur une base aérienne militaire, il y avait un très très gros problème, on était en contrôle externe, donc on contrôlait les entreprises qui travaillaient sur la réfection d'une piste d'atterrissage, et il y avait un énorme problème, et la maîtrise d'œuvre qui nous avait dit à l'époque, donc qui était la DGAC, qui nous avait dit trouvez-moi une solution, sinon je vais payer 90 000 € de pénalité par jour de retard sur un problème qui était insoluble. On trouve une solution, mais on échafaude une solution, sur la base de notre expertise. Et j'ai ce jeune gars là de 25 ans que je vois en réunion défendre justement notre stratégie et tenir tête à des grands groupes de construction de TP et à ne pas s'échapper. Et là, je trouve que ce gars, il a un talent. Il a un talent à 25 ans de tenir tête à des vieux de la vieille, des vieux briscards du TP qui connaissent toutes les ficelles. Et je vois ce gars qui ne bouge pas et qui sait répondre à tout ça, et je me dis, lui c'est pareil, lui, il est intéressant, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. J'ai envie de le connaître, j'ai envie de travailler avec lui. Et c'est comme ça que ça se passe tout simplement, du monde. Les gens arrivent, on parle d'association, voulez-vous, parce que c'est aussi dans notre cursus classique. Le géomètre est plutôt quelqu'un de libéral, et donc l'issue, pas l'apothéose, mais l'issue, c'est l'issue à la formation, c'est justement de travailler en mode libéral, en exercice libéral. Et donc ces questions viennent naturellement. En l'occurrence, sur le premier, c'était moi dans l'annonce, directement. Et pour le deuxième, parce que je savais qu'à un moment donné, je commençais à avoir mes limites, et que j'avais besoin de quelqu'un avec qui je pouvais me concerter pour pouvoir échanger sur oui, non, pourquoi, comment. Et le deuxième, c'est lui dans sa proposition, il a dit oui, ok, je viens, mais je souhaite qu'on ait un projet d'association qui soit mis en place, quoi. On a répondu favorablement, et ça s'est fait. Voilà, donc c'est deux parcours différents, et c'est fonction des personnes. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et le deuxième, c'est vous le connaissez. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup pour votre témoignage, c'est Je vous en super prie. intéressant. Est-ce qu'il y a eu des clubs de croissance plus compliqués que d'autres? Et si oui, à quelle phase? Oui, le cas très compliqué, c'est celui du financement de la croissance. Donc il est permanent, j'ai envie de vous dire. Il est permanent, c'est que tout de l'argent que vous créditez sur vos travaux, il faut le réinvestir tout de suite. Donc il y a une espèce de jeu permanent à savoir. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le partenaire financier est crucial dans ces moments-là, parce que c'est permanent. Donc j'ai pas de phase plus difficile que d'autres. Ça a tout le temps été difficile justement de la capacité de pouvoir financer cette croissance, puisque c'était à 2 chiffres, systématiquement à 2 chiffres, et ça monte jusqu'à 55%. Donc vous avez des problèmes partout. Vous avez des problèmes de bâtiment, vous avez des problèmes de place, vous avez des problèmes de matériel, vous avez des problèmes de logistique, vous avez des problèmes de recrutement aussi, parce que le travail arrive. Et il y a aussi quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, mais que j'ai pu constater comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un effet de masse aussi qui apparaît. C'est que vous avez accès à certains marchés. À un moment donné, à une taille critique, vous avez accès à certains marchés sur lesquels vous ne pouviez prétendre auparavant, bien qu'ils existent, parce que ce qui est important dans mon métier, on l'a vu nous à travers un audit stratégique, le client chez nous, il regarde d'abord pas forcément le prix et le délai, il regarde d'abord la capacité à faire. C'est le premier critère qu'il regarde, c'est est-ce que ces gens-là, ils peuvent faire ce qu'on leur demande de faire. C'est le premier critère. Vient après le prix, vient après le délai. Voilà, et le respect des procédures, bien évidemment. Et l'aspect qualitatif vient en deuxième niveau. Donc premier niveau capacité à faire, deuxième niveau qualitatif, troisième prix, quatrième délai. Voilà ce qu'on avait. Alors que moi, dans mon esprit, avant d'avoir la lecture de cet audit stratégique, c'était le prix, le délai. Ce sont systématiquement mes critères de sélection de marché, prix, délai. Et en fait, non. On a vu dans les audits que c'était d'abord, il y a un premier filtre que vous ne voyez jamais, qui est capacité à faire. Et donc, il y a cet effet masse vous amène à un moment donné à avoir accès à des marchés sur lesquels vous êtes consulté directement. Voilà, donc il y a un effort commercial qui est quand même moindre, et sur lequel vous découvrez, vous avez des moyens d'y répondre, et donc vous avez comme ça une assurance que vos équipes ont une charge de travail assurée parce que vous avez à un moment donné qualifié pour pouvoir le faire. Oui, une chose que je ne vous ai pas dit, commercialement, on vient de recruter notre premier commercial cette année.
Voilà. Ben, on était constamment, c'est peut-être la passion, hein, c'est peut-être ça, ce qui fait que on est tout le temps en train de regarder ce qui se passe. Mais le premier commercial, là, il est arrivé cette année. Voilà. Des seuils RH Qu'est-ce que vous entendez par seuil RH? On parle souvent du cap des 20 salariés, 30 salariés, Ouais. 50, 100. 20 salariés, j'ai envie de vous dire, c'était Bibi, qui les recevait tous. 50 aussi. Passé 50, en revanche, ouais, c'est là qu'on a eu justement la RH, la directrice des ressources humaines est arrivée à ce moment-là, parce que on était concentré aussi sur autre chose et qu'il fallait, et surtout, même si c'est très formateur hein, de faire tout par soi-même, à un moment donné, il faut quand même laisser des gens compétents faire. Et puis ça participe à la délégation aussi derrière, donc 50, c'est arrivé à 50. Et nous, la question du passage aux 50, en fait, c'était beaucoup, hein, je ne sais pas si c'est encore de facto ça, mais beaucoup s'arrêtent à 49 et passent pas le 50. Et nous, on s'est dit, un truc bête, encore une fois, on s'est dit, si on finit l'année à 65, c'est bon. On pourra dire, ok, on passe le seuil des 50. Mais je ne sais pas pourquoi 65, hein, ça peut être 63, 60, j'en sais rien, c'était 65. Et on s'est dit, voilà, 65, si on arrive ça en fin d'année, ok, ça veut dire qu'on a passé ce seuil-là et qu'on ne revient pas au 49, parce qu'effectivement, il y a des effets qui sont quand même significatifs. Mais pas tant que ça. Je trouve celui qui est le plus dur actuellement, c'est celui du passage en ETI. Où là, celui-là, je vous assure, il est extrêmement violent. Parce que, au sens de l'Europe, déjà, vous n'existez pas. ETI n'existe pas au sens européen. Et deux, vous êtes en gros soumis aux mêmes conditions que les grands groupes, en termes d'accompagnement. Or, on n'est pas du tout les grands groupes. On n'est franchement pas les grands groupes. Donc là, c'est très violent. Puis on a eu la très très bonne surprise de découvrir que sur le financement de l'innovation, on a tout d'un coup, nous tombe comme ça un coup près qui est, vous avez un différé de 3 ans sur le financement de votre CIR. Et ça, voilà, vous le découvrez, on l'a découvert d'un coup. Donc là, nous, le CIR, c'est à peu près 1 million d'euros par an, actuellement. Donc là, on est en train de provisionner entre 3 et 4 millions d'euros, qu'on sait qu'on touchera dans 3 ans. Il faut qu'on tienne justement ce passage-là, parce qu'on a 3 à 4 millions d'euros justement à financer au niveau du CIR, parce qu'on aura les premiers versements de notre CIR 2020 en 2023, pas avant. Donc là, il y a un cap au niveau du franchissement des ETI. Je ne vais pas me plaindre, je ne suis pas là pour me plaindre. Mais il y a un cap qui est plus difficile, je trouve, que celui des 50. Celui des 50, ok, vous avez peut-être un peu plus, mais celui des ETI, il est vraiment violent. Celui-là, il est vraiment violent. Voilà. Une dernière question? Vous nous avez dit qu'en 2019, vous aviez fait une levée de fonds de 10 millions d'euros. Cette levée de fonds est issue de l'opportunité de travailler avec un grand groupe d'ingénierie Notamment. Qui vous a ouvert des perspectives de marché qui étaient à développer. Je souhaitais savoir pourquoi le grand groupe ne nous a pas proposé ces 10 millions d'euros et pourquoi ne lui avez-vous pas demandé? Très bonne question. Ouais, excellente question. Pourquoi? Parce qu'on est sur un champ exploratoire. On est dans un processus sur le grand groupe, on est ce qu'ils appellent les main gates. Passer justement au moment donné le cap où ce produit s'inscrit dans le catalogue produit du grand groupe. Et on n'avait pas encore passé ça vient juste de se passer là. Cependant, vous pouvez voir, par tous les signaux que vous captez à droite à gauche, vous voyez ce qui arrive. Donc, sur ça, je vous dis, on est au niveau européen, on est très impliqué dans tout ce qui est congrès au niveau des systèmes de transport intelligents. Je suis très, très fréquemment invité à témoigner en table ronde sur la mobilité et sur le futur de la mobilité. Donc, j'ai la tête pleine de ce truc-là, actuellement. Et vous captez tous ces signaux-là et vous voyez ce qui se passe. Maintenant, on ne l'a pas fait sans dévoiler le nom du grand groupe. Désolé, je me marre tout seul. Sans dévoiler le nom du grand groupe, il est en train de vendre cette structure-là au leader mondial.
Donc ça, on ne savait pas du tout. Et peut-être que lui, dans sa tête, c'était des choses qui étaient déjà prévues. Donc lui, c'est le deuxième mondial, il est en train de vendre au premier mondial. Bon. Mais surtout, on n'avait pas passé la main gate. Donc on savait que ça allait dans ce sens-là, parce qu'on le voit, vous le voyez au niveau, quand vous consultez les instances européennes, vous savez très bien où est-ce que vous avez tous les outils, tous les instruments aujourd'hui qui vous permettent de dire, connaître la stratégie où va l'Europe, donc vous voyez où est-ce que ça va. Et quand vous constatez que c'est exactement aligné avec ce que vous êtes en train de faire, et que en essayant de radariser un peu à droite à gauche, vous vous rendez compte qu'on n'est pas nombreux en train de travailler comme ça, en perfectionnement des technologies, c'est des arguments qui sont forts, justement. Donc vous ne pouvez pas aller voir le grand groupe parce que lui, il n'a pas encore validé complètement la chose, mais vous avez suffisamment d'indicateurs pour dire ok, c'est vraiment quelque chose qui va se passer. Et donc c'était plutôt nous, alors l'appel d'offres était public, hein, donc un grand groupe aurait très bien pu y répondre, mais il se trouve que dans le panel de clients habituels du banquier d'affaires, c'était plutôt des fonds et des banques classiques que des industriels. La question se pose notamment. Maintenant, ce qu'on retrouve là dernièrement, je trouve sur les grands groupes français, je trouve qu'il y a ça se recentre quand même sur le métier premier, et ça vaut un peu moins que ce qu'on avait vu dans les années précédentes, où il y avait un phénomène de diversification important dans les grands groupes, et je trouve que ça recentre. Témoignage que je viens de vous dire là, le grand groupe en question d'ingénierie française, qui est un des plus grands groupes français, recentre sa stratégie complètement, donc vend un actif qui est valorisé en milliards d'euros, bien évidemment, mais il vend cet actif-là. Vous avez un autre grand groupe français qui a changé de direction dernièrement, où pareil, le board a critiqué le phénomène de diversification et dit on recentre ces choses-là. Donc c'est compliqué, j'ai l'impression que c'est compliqué au niveau des grands groupes français aujourd'hui d'aller sur l'achat de briques technologiques particulières qui peuvent les aider. C'est un avis personnel. Il n'est pas forcément très éclairé, mais c'est issu de ce que je vois, ce que j'observe, c'est plutôt ça qui est en train de se passer. Ça ne répond pas complètement à votre question, mais ça s'est passé comme ça. Et pour rien vous cacher, j'espérais justement d'avoir à un moment donné une proposition de ce groupe. Et en fait, je ne l'ai pas eu, parce que la raison, c'est qu'on n'avait pas encore passé la main gate. Deuxièmement, cette structure-là est en train d'être vendue, en train d'être cédée. Et troisièmement, je suis très content de mes partenaires qui sont venus à la table. Ça me permet de garder quand même mon indépendance aussi, puisqu'on a peu dilué finalement. Dans le grand groupe, je ne sais pas quelles auraient été les conditions. Je ne suis pas sûr qu'un grand groupe aurait juste pris une participation minoritaire dans la société à partir du moment où le produit était stratégique. Il aurait pris carrément. On a été confronté, je terminerai peut-être là. On a été confronté au printemps dernier à une situation sur laquelle on a un grand fonds américain qui est venu frapper à la porte. On est FT 120 depuis le début de l'année. Donc on est passé French Tech 120. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle de suite on est venu dans la cible de ce fonds-là, mais on a été approché par un fonds qui voulait justement racheter une grosse majorité, une majorité des parts. Nous laisser quand même à la manœuvre, mais sur lequel on a été exécutant. Avec des parts, mais exécutant de ces choses-là. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur l'approche, notre particularité, notre singularité qui est de dire on est trois, on a trois sujets. Je rappelle, croissance externe, croissance organique et innovation et stratégie d'innovation. Le fonds, en fait, en question, me dit, moi, il n'y a qu'un sujet qui m'intéresse. Les deux autres, j'en veux pas. Je ne sais pas faire, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire ces trucs-là. Donc moi, je garde que la croissance externe. Et donc, un fonds qui est habitué à acheter. Et il vous en met plein la vue, il vous raconte, il discute avec vous. Donc, moi, j'avais quand même des choses qui m'alertaient un petit peu. Donc là, on ouvrait un compte chez BlackRock avec 220 millions d'euros potentiels d'investissement sur les 4 ans.
Et on achète, on achète, on achète, on achète, on y va, on grappille, on fait les courses en gros, et on monte un truc. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on monte d'ailleurs. Je ne sais pas vous dire ce qu'on monte, un hydre ou je ne sais quoi, un truc de la mythologie là, un peu informe, polymorphe. Et derrière, au bout de 4 ans, on revend. Derrière. L'innovation, on fout ça de côté. La croissance organique, je ne veux pas l'entendre parler. Et ça, c'est les questions sur lesquelles on était confrontés tous les trois. Et c'est là qu'il faut être super solide entre tous les trois. Parce qu'en face, vous avez les mecs, il y a un paquet de billets, quoi, en face. Oui, tout à fait. Mais qui étaient associés quand même dans la discussion en tant que minoritaire encore un petit peu plus. Et là, vous vous posez des questions, il faut être très très fort en tant qu'associé. En tant qu'associé, il faut être très très fort justement pour pouvoir lutter contre ça, hein, dire à un moment donné, c'est ta stratégie, c'est pas la mienne qui va être choisie. Et là, heureusement, mais c'est là où on voit aussi la cohésion qu'on a entre nous, c'est de dire on était très fort pour dire non, ça, c'est pas nous. On ne veut pas faire ce parcours-là, c'est pas nous. Et je suis peut-être le plus imbécile de Bordeaux, mais alors on était deux à être pas choisis, donc je me rassure aussi. Mais peut-être que tous les deux, on était peut-être les deux crétins de Bordeaux, mais on a dit non, c'est pas nous, et on ne va pas là-dedans. Voilà, ça c'est une expérience qu'on vient de vivre, qui s'est terminée cet été, par un non. Non, on n'y va pas. Et avec un temps de 4 mois, de travail intense sur cette question, parce qu'il fallait tout organiser, on avait tout, hein. Il y avait les audits étaient faits, les audits juridiques, tout était fait. Hein. Sauf qu'à un moment donné, quand on a vu la stratégie, on a dit mais c'est pas nous ça, on ne peut pas aller là-dedans. Et parce qu'au bout de 4 ans, quand on se barre, c'est nous on est encore là. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fabriqué, c'est quoi ce truc? Donc même s'ils y mettent du pro, même s'ils mettent de l'organisation, c'est pas ma sensibilité du tout, et j'y tiens. Désolé, je suis peut-être un idiot, mais j'y tiens. À ces choses-là, à pouvoir toujours continuer à sentir les choses et pas faire quelque chose qui soit à contre-courant de ce que je pense. Voilà. Merci. Vous avez résisté au phishing. Comment? Vous avez résisté au phishing. Ouais, peut-être quelque part. Ouais. Merci Cédric. Avant de nous quitter, 2 actualités sur Upgrade. La 5e promotion est en cours d'accompagnement. Nous sommes au tiers du parcours d'accélération. Ce parcours dure 18 mois. Ensuite, nous lançons avec les 9 technopoles de Nouvelle-Aquitaine un nouveau parcours d'accompagnement, la pré-accélération. Donc l'équipe Upgrade est à votre disposition pour vous en dévoiler les détails. Ces parcours d'accompagnement, nous les mettons en œuvre avec nos partenaires experts du scale-up dans leur domaine. KPMG, EY, FIDAL, la BPACA et le CIC, on les remercie. Merci également à la région Nouvelle-Aquitaine pour sa confiance à Unitech, qui est l'opérateur d'Upgrade. Et ensuite, moi, Cédric, j'ai une dernière question. Au nom de l'équipe d'Upgrade, j'ai une nouvelle mission pour toi, si tu l'acceptes. C'est devenir mentor de l'accélérateur. Ah oui. Ok, oui. C'est oui, dit. ok. Ouais. Merci Okay. Cédric. J'en prie. Bonne soirée. Merci à tous. Ok. Allez,